première institution, autant des dispositifs. Oui, merci. Donc je vais essayer d'être assez rapide et synthétique. Donc une synthèse synthétique, c'est tout à fait recommandé. Bon, je suis intervenu 3 fois. Je crois que je vais reprendre un peu la même grille, en tout cas avec tout le danger évidemment d'une simplification terrible et d'une subjectivité. Je fais état de choses telles que je les ressens ou telles que je tente de les concevoir. Donc je pense qu'en remarque générale, chacun a bien compris, mais ce n'est pas une surprise, que nous sommes dans une phase, maintenant depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années même, dans une phase de réinstitutionnalisation de l'action sociale. Et je voulais simplement, je l'ai fait remarquer, cette phase de réinstitutionnalisation, il n'y a pas que l'action sociale qui est concernée, puisqu'on l'observe dans l'ensemble de nos institutions, depuis le système politique jusqu'à la famille, en passant par toutes les organisations, toutes les politiques publiques. Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'une réinstitutionnalisation? C'est un moment où les arrangements qui ont pu nous faire fonctionner efficacement sont remis en cause, vacillent, et il faut trouver de nouveaux arrangements. Alors pourquoi? Je ne vais pas entrer là dans une explication, mais parce qu'il y a des phases dans l'évolution des sociétés, et surtout dans les sociétés modernes, démocratiques, qui ont mis le changement au cœur même de leur fonctionnement, qui ont un rapport inversé à l'histoire, où il ne s'agit plus de reproduire la tradition, mais d'aller vers quelque chose que l'on considère toujours comme mieux, sans être assuré évidemment d'y parvenir. Eh bien, il y a des évolutions. Je dirais que nous sommes probablement, pour aborder une généralité, dans ce que j'appellerais un 3e âge de la démocratie. Si on part de l'invention de la démocratie avec la Révolution française, les Français ont eu un rôle central là-dedans. On a eu la phase libérale extrêmement instable de la démocratie, 19e siècle. On a eu, dans des convulsions avec le fascisme et les totalitarismes plus largement, la stabilisation finalement et ô combien difficile des démocraties sous la forme de l'État social, avec l'invention des politiques publiques en général et des politiques sociales en particulier. Et puis cet État social est en train de se reconfigurer sous nos yeux depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années. À mon avis, le basculement se situe dans les années 70-80. Voilà. Donc on vit ce moment-là. Qu'est-ce qu'une institution? Qu'est-ce qu'une société qui s'institue? C'est une société qui, globalement, et puis à chacun de ses niveaux, est capable de stabiliser une certaine représentation d'elle-même avec une conception de ce qu'elle est et de ce que sont les individus qui la composent. C'est ce que j'appelle le niveau cognitif. Évidemment, il y en a une représentation globale au niveau de l'État, puisque nous nous pensons comme une société. Une société n'existe que parce qu'elle se réunit autour d'une substance relativement commune. Sinon, ce n'est pas une société, c'est un conglomérat d'individus. Et puis, deuxièmement, une institution. Alors, c'est vrai pour l'État, mais c'est vrai à tous les niveaux. Une entreprise a un niveau cognitif, un service a un niveau cognitif, une famille a une intégration autour d'une représentation d'elle-même. Et puis le deuxième élément, évidemment, c'est que cette conception s'incarne dans des modes de fonctionnement, ce que j'appelle les systèmes organiques, qui sont constitués de normes, de règles, d'arrangements et de structures collectives. C'est-à-dire des ensembles, des organes, des instances, etc., etc. Autrement dit, il y a un projet commun, enfin relativement commun, et il y a une façon de le faire vivre au travers de structures. En gros, une institution, c'est ça. Bien, nous avons vu pendant le colloque, et encore une fois, ce n'est pas une surprise, au fond, que pour ce qui est de l'action sociale, mais j'insiste, c'est général, ça concerne tous les secteurs de notre existence, il y a d'une part une recomposition sur le plan cognitif et une recomposition sur le plan organique. Évidemment, les deux niveaux sont liés. Voilà. Et je l'ai redit, je crois, hier, en fin de matinée. En général, le cognitif ne s'impose pas d'abord, puis ensuite on organise, mais il y a une interpénétration. C'est en organisant qu'on précise ce qu'on veut faire, et c'est en précisant ce qu'on veut faire qu'on réorganise. Il n'y a pas, c'est
un rapport dialectique, un rapport complexe. Alors je vais très vite. Sur le plan cognitif, on l'a bien compris, c'est ces notions d'inclusion et de société inclusive qui, en quelque sorte, font converger une demande sociale nouvelle qui n'existait pas dans les années 50, puisqu'on avait organisé les choses autrement. Et cette demande sociale nouvelle, c'est évidemment, on l'a vu, un repositionnement des individus dans le système social, un repositionnement des individus dans les rapports aux institutions. Voilà. L'individu est censé s'épanouir, se construire à partir de son projet, de son projet de vie, son projet personnel, etc., dans une société qui est censée lui fournir les moyens pour se faire. Voilà. Donc c'est en gros le nouvel âge de la démocratie, il ne s'agit plus de s'individuer, mais de s'individualiser. Hein, voilà. Je dirais tout de suite que c'est très compliqué. Hein. C'est beaucoup plus compliqué que les vieilles sociétés qui imposaient la tradition à ses membres et qui leur demandaient de se conformer aux règles établies de telle façon qu'ils soient individués. Hein. Donc on est dans un vaste processus de socialisation, de recomposition des activités de socialisation. Alors, à mon avis, dans le colloque, on a vu, je n'ai pas le temps évidemment d'évoquer précisément quand et dans les propos de qui, mais on a vu que ce projet-là, tout à fait louable, d'ailleurs ça serait absurde de s'insurger contre ce projet ou de vouloir revenir à la société de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère ou à plus forte raison à l'ancien régime. C'est absurde, ça n'arrivera absolument pas. Donc ce projet-là, il a des faces cachées hein, qui sont problématiques. Évidemment, il est vu comme une sorte de libération de l'individu qui s'épanouirait. Ça serait formidable. Hein. Il atteindrait l'essence de lui-même. Bon. Mais la face cachée de tout ça, c'est que l'individualisation, ce sont des épreuves pour les individus. Ça peut rater. Ça ne marche pas forcément. D'où d'ailleurs l'existence d'institutions de rattrapage, de récupération, qui ont tendance à s'étendre massivement. Puisque, d'une certaine façon, je voudrais vexer personne, mais est-ce que le coaching n'est pas l'équivalent de l'action sociale? Le coaching pour les riches, l'action sociale pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Pourquoi est-ce que les gens veulent se faire coacher? Curieuse idée. Parce qu'il s'agit pour eux d'affronter les épreuves d'une existence qui, en fait, c'est d'être un individu. Donc la face cachée, c'est la dimension d'épreuve. Et cette dimension d'épreuve, elle est dans toutes nos institutions parce que prendre en charge les prétendus besoins des gens, c'est nécessairement leur imposer quelque chose. Ne serait-ce que d'ailleurs le fait que les besoins, ils ne les inventent pas. Personne n'invente ses besoins. Chacun a des besoins en fonction du système social dans lequel il vit. Bon, je dirais que, puisque j'évoquais la socialisation, on pourrait aller jusqu'à la pédagogie. Qu'est-ce que c'est que la pédagogie? C'est faire émerger un être autonome dans un cadre contraignant. Et l'être ne sera pas autonome s'il ne prend pas la mesure des contraintes dans lesquelles il doit vivre. Ce serait absolument absurde. On ne va pas desserrer les contraintes. Le monde ne va pas venir, ne va pas se transformer en une sorte d'espace totalement idyllique où chacun errerait librement pour satisfaire ses désirs. C'est absolument absurde. Hein. Donc nous avons trouvé, à mon avis, rencontrer cette problématique à plusieurs reprises dans le colloque. L'autre aspect, l'autre face cachée de l'individualisation, c'est que, curieusement, plus on veut individualiser, autonomiser, etc., plus il faut des étayages collectifs. Plus il faut que l'activité collective se renforce. Et c'est là que les libéraux se trompent. Plus ils veulent des individus libres, moins l'État se réduit et au contraire, plus il s'étend. Alors évidemment, on lui demande d'être un État autrement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'inclusion. Mais il n'y a pas du tout moins d'État, il y en a au contraire de plus en plus. D'ailleurs, il suffit de regarder le budget de l'État social. On est constamment en train de nous dire que l'État recule, mais non. Le budget de l'État social ne fait que croître. Il n'a jamais régressé. Alors dans tel ou tel secteur, on peut regretter qu'il y ait eu des baisses de financement, etc. Mais c'est pour les recomposer, les redistribuer ailleurs. Parce que les besoins s'accroissent. Parce qu'il y a de plus en plus de gens à prendre en charge. Parce que l'individualisation provoque d'autant plus de problèmes qu'elle s'approfondit.
les épreuves deviennent de plus en plus lourdes. Et il faut protéger les individus contre ces épreuves. On l'a vu dans l'intervention de notre collègue canadien, tout au long de la vie, finalement. Voilà, sur le plan cognitif, les problèmes que ça nous pose, j'insiste, il ne s'agit pas d'être contre ou pour, il s'agit de comprendre la complexité de ce dispositif. Voilà. Alors, deuxième aspect, l'aspect organique. Parler d'inclusion, évidemment, ça a été omniprésent, ça suppose de pratiquer l'inclusion et de se dire comment peut-on pratiquer des politiques inclusives. Alors on l'a vu, évidemment, c'est absolument central, ce matin très net, il faut changer de modèle. Le modèle organisationnel qui a structuré l'action sociale modernisée après 1945, ce modèle, que j'appelle moi le modèle réparateur, si vous voulez, je n'ai pas le temps de développer, mais ce modèle, il est fort clos. Il faut en changer. Ça ne marche plus, ça n'est plus adapté à la conception que l'on a de l'individu, de l'inclusion, etc., etc. Alors on le voit bien, ce changement de modèle, ça passe par un énorme chantier de décloisonnement, de désectorisation, je n'insiste pas, j'ai déjà évoqué ce thème, hein, de développement de pratiques d'accompagnement, de suivi, de gestion des cas, etc., etc., et qui aboutissent à coordonner vision moins ambitieuse ou à intégrer vision ambitieuse les services. Donc, il faut instituer. Mais pour l'instant, nous avons des dispositifs. Alors, on l'a redit ce matin, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans l'adaptation des systèmes existants, ceci sans dévaloriser les expériences. Mais peut-être que nous n'avons pas encore réuni toutes les conditions de ce que j'appellerais le changement du système. Donc on a un pied sur la rive que l'on quitte avec un héritage extrêmement lourd, mais on n'a pas encore franchi le fleuve, l'obstacle, pour aller de l'autre côté sur une nouvelle configuration qui soit beaucoup mieux adaptée à ce que l'on voudrait faire. Voilà en gros où nous en sommes. Et alors je conclurai en disant que, évidemment, comme toujours dans ces phases-là, mais c'est assez général, et en France en particulier, puisque vous savez que les Français sont des gens dont les étrangers disent qu'ils vivent dans un paradis et ils ont le sentiment d'être à l'enfer. Hein. Donc c'est une vision très négative. Nous avons une vision très négative généralement. Nous sommes assez rétifs au changement, en réalité. Assez rétifs au changement. D'un point de vue culturel, je vais y revenir dans un instant. Donc nous sommes dans cette phase qui pose problème pour des professionnels, pour les usagers, je suppose aussi, hein, pour tout le monde, où il faut inventer un nouveau modèle, quitter la sécurité de ce qui s'était stabilisé, mais il faut le rappeler, stabilisé pendant 30 ans, avec une période assez longue, hein, parce que le système de l'offre d'établissement n'atteint son plein épanouissement qu'avec la loi de 1975, et il commence dans les années 45-50, où on invente les établissements. Donc il a fallu 30 ans pour que ça se stabilise. Alors l'ennui, c'est qu'au moment où on l'a stabilisé, en une dizaine d'années, c'est apparu désadapté, parce que justement, le monde avait changé. Donc on a cette difficulté d'être dans une phase de réinstitutionnalisation, et quand on réinstitue, on remet tout en cause, tout bouge. On n'a plus la protection et la garantie qu'offre un cadre relativement stable. Premier point. Nous avons une deuxième difficulté que notre collègue canadien nous a bien fait sentir, c'est que nous avons en France un héritage avec des difficultés spécifiques. Notre difficulté spécifique, je crois, c'est que nous avons un système politico-administratif que nous pensons être le meilleur du monde, mais qui se trouve finalement mal adapté aux évolutions globales qu'on appelle la mondialisation et mal adapté aux reconfigurations de nos sociétés. Donc on a du mal à le changer. Donc il y a évidemment des résistances. Ceci est d'autant plus fort, je le signale au passage, que derrière notre système politico-administratif et notre système d'administration, il y a des statuts socio-professionnels et que les statuts professionnels, dans le mode d'existence de l'État-providence à la française, historiquement, les statuts socio-professionnels ont été constitutifs des identités des personnes.
Et ça, c'est la raison pour laquelle, dès qu'on enclenche des processus de modification des activités professionnelles, il s'agit pas, on n'agit pas au niveau simplement purement fonctionnel, mais on met en cause l'identité des personnes. C'est-à-dire ce qui constitue le réceptacle de leur honneur, de la représentation valorisée qu'ils ont d'eux-mêmes. Et ça, c'est très difficile. J'ai tendance toujours à dire à mes étudiants, quand vous réunissez 10 Américains, au bout d'un quart d'heure, vous savez combien chacun gagne. Quand vous réunissez 10 Français, au bout d'un quart d'heure, vous savez qu'il y en a un qui a fait l'ENA, qui a tel statut, il y en a un autre qui est inspecteur principal 3e classe, un autre qui a fait telle filière, etc. C'est les statuts. L'honneur est dans les statuts. Alors, évidemment, ça pose des problèmes spécifiques. Le système est assez rigide, le système politico-administratif. L'avenir, c'est de se donner de l'espace, d'expérimenter, d'essayer de résoudre les questions. Et effectivement, on l'a vu en terminant ce matin, éviter d'empiler, selon la logique que Crozier avait bien décrite, quand on a une résistance, on crée une voie de contournement en créant quelque chose de différent à côté, au lieu de s'attaquer là où ça résiste pour voir comment ça pourrait changer. Donc, essayer de sortir de cette logique et repenser nos fonctionnements. Et puis surtout, je termine sur ce point, à mon avis, j'espère que ce colloque aura amené les uns et les autres, pour reprendre la thématique d'Edgar Morin, ce vieux sage, chacun aura pris la mesure de ce qu'il appelle la complexité. Les choses ne sont pas compliquées, elles sont complexes. Et parce qu'il faut avoir le sentiment aussi qu'il y a des tensions, des dialectiques, des contradictions dans les réalités. Donc que le discours univoque, qui consiste à ne voir qu'un aspect de la réalité et à s'engouffrer là-dedans, c'est en général une impasse. Il vaut mieux essayer de tenir les éléments. Et deuxième conseil, avoir le sens de la mesure, la modestie aussi de penser qu'à soi seul, on ne va pas refaire le monde, que le monde ne va pas fonctionner comme un paradis, il continuera tel qu'il est, avec ses avantages, ses inconvénients, mais en tout état de cause, que l'aventure vaut le coup. Merci beaucoup. Merci à nos intervenantes. Merci, Monsieur Paul. Merci beaucoup, Robert Lafort.